Bonsoir, donc j'aurais dit bonsoir à tous, aux habitués de ce rendez-vous hebdomadaire qui est lundi Parlons Radiologie. C'est encore un lundi spécial autour duquel on a une discussion sur le syndrome douloureux de l'avant-pied. Donc le présentateur, ce sera le docteur Junior Amanako, qui est radiologue spécialiste de l'Université de Kinshasa et également au CHU de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Nous avons fait appel également à l'avis éclairé du professeur Robert Bob Béa, qui est professeur de l'Université de Notre-Dame de Kassai et de Kinshasa également. Il est chef de service d'orthopédie et traumatologie au centre hospitalier Erdre et Loire d'Assénis et au CHU de Nantes. Il est également professeur d'anatomie, biomécanique et stimulation. Celle qui vous parle, donc, c'est le docteur Babassa. Je suis la modératrice. Je suis spécialiste en imagerie médicale des cliniques universitaires de Kinshasa et je travaille en France au centre hospitalier intercommunal de Toulon, dans le sud de la France. Je pense que déjà, il y a 28 participants. La, la réunion est donc déjà engagée. Je donne la parole au docteur Amanako. Pour ta présentation, je pense que tu as environ 45 minutes. Et voilà, je te Merci donne la beaucoup, parole. docteur Mélanie Barassa. Et je tiens aussi à remercier les professeurs Mata pour ces privilèges qu'ils me donnent de partager dans ces forums, qui est toujours un cadre d'échange et de partage d'expériences. C'est vraiment avec un réel plaisir que j'avais accepté cette tâche. Alors aujourd'hui, on parlera de l'imagerie du syndrome douloureux de l'avant-pied. Pourquoi ces thèmes? Déjà, j'ai pas voulu parler d'une seule pathologie. Je me suis dit, j'ai choisi en fait une entité qui va regrouper un ensemble de pathologies. Comme ça, on pourra discuter. Et à l'idée, je me suis dit, bon, la douleur, elle est très fréquente. On parlera du syndrome douloureux. Alors, vous verrez que les thèmes ont été aussi choisis par rapport aux modalités disponibles à Kinshasa. Vous remarquerez qu'au cours de la présentation, on parlera trop du couple écho-radiographie parce que, il est vrai, dans certains segments, on n'a pas le choix. On est obligé de faire recours au scanner, à l'IRM. Mais j'ai choisi un thème qui est vraiment faisable à Kinshasa quand quelqu'un vient avec un syndrome douloureux de l'avant-pied. Qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'il faut chercher, surtout avec les modalités disponibles du pays. Et les syndromes douloureux de l'avant-pied, en première intention, c'est le couple écho-radio, on ne peut pas s'en passer. Seulement, les soucis, c'est que beaucoup de radiologues généraux évitent un peu de s'élancer en échographie musculo-squelettique. Je comprends parce qu'il faut quand même révisiter encore l'anatomie que nous tous nous évitons. Et puis après, il faut juste revoir un peu la radioanatomie, savoir c'est référé au couple de référence par rapport à chaque articulation. Actuellement, il y a beaucoup de vidéos d'entraînement pour l'échographie ostéo-articulaire. Et puis, revisiter la sémiologie. On remarquera que l'écho ostéo-articulaire, elle est tellement riche vraiment dans les conditions du pays. On peut vraiment s'en servir et ça peut nous dépanner face à beaucoup de pathologies. Donc, je me suis dit, les thèmes, il est bien choisi. C'est vraiment en rapport avec les modalités disponibles. Donc, on parlera de ça. L'IRM et les scanners, c'est vraiment en deuxième intention devant des formes un peu atypiques ou complexes ou de volumineuses masses où l'écho n'essaie pratiquement pas à vous faire avancer. Mais dans tous les cas, même à l'IRM, notre rôle comme radiologue, c'est pas vraiment de poser le diagnostic anatomopathologique. On sera appelé à dégager certains signes un peu atypiques, mais si on n'arrive pas, c'est l'anapath qui prendra les relais. Donc, l'échographie garde vraiment une place très, très importante dans l'imagerie du syndrome douloureux de l'avant-pied. Alors, vous remarquerez qu'au cours de la présentation, on va passer en revue
de certaines pathologies fréquemment rencontrées, mais il faut juste savoir revoir un peu la sémiologie, être un peu prudent, savoir faire la coupe de référence, savoir rechercher les éléments associés pour finalement poser un diagnostic un peu précis. Donc, on va aborder l'appareil locomoteur, hein. On regardera l'os, on va regarder l'articulation, on va regarder les parties molles et les autres quand même à côté. Donc, on parlera des pathologies intermétatarsiennes qui malheureusement constituent la pathologie la plus fréquente observée au niveau de l'avant-pied. Donc, un petit rappel anatomique pour revoir un peu, parce que c'est ça vraiment le socle et la base en imagerie osseo-articulaire, c'est l'anatomie. Mais en fait, ce ne sera pas l'anatomie descriptive comme nous l'avons fait à la faculté. Donc, on va juste se rappeler certains éléments vraiment utiles à la pratique de tous les jours. C'est comme ça, je nous encourage vraiment à nous lancer dans cette imagerie, échographie ostéo-articulaire parce que les rappels anatomiques, c'est pas monstrueux comme on l'a fait à la faculté, mais c'est certains éléments de précision, les zones d'intérêt. Donc, on va vraiment insister sur ça et puis vous verrez que la suite de la présentation serait beaucoup plus facile. Donc, en ce qui concerne les pièces osseuses au niveau déjà du pied, nous avons trois régions. Il y a l'avant-pied qui prend pratiquement les métatarsiens, et les phalanges. Et les médiotarses, ça sera les os du tarse antérieur et l'arrière-pied qui prend pratiquement les tarses postérieurs. Notre présentation va se limiter vraiment sur l'avant-pied. Donc, tout ce qui va concerner cette articulation tarso-métatarsienne et tout ce qui est devant, le métatarse, le phalange. Alors, pour ce qui concerne cette région de l'avant-pied, et déjà, comment compter les orteils? On commence toujours par les gros orteils ou la luxe, hein. Donc, c'est ça le premier rayon, suivi du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième rayon. Et en parlant des métatarsiens ou de phalanges, ils sont constitués de trois parties. Donc, la base, en fait, c'est ce qui est en regard des os du tarse, suivi de la portion diaphysaire, et les têtes métatarsiennes, c'est ce qui est en distalité. Ça peut arriver qu'on puisse confondre, mais la base, vraiment, c'est ce qui est en regard des os, les os du tarse. Et un élément encore à signaler en parlant des os, c'est au niveau du premier rayon, on regarde la tête du premier méta, nous avons des fossettes sur la face plantaire en rapport avec les sésamoïdes du premier rayon. Visualisez, je l'ai bien visualisé sur cette image en IRM. Vous verrez que dans la pathologie de l'avant-pied, c'est une région qu'on va regarder avec beaucoup d'intérêt parce que c'est quand même source de certaines pathologies que nous rations. Et un élément à signaler en imagerie ostéo-articulaire, c'est vous vraiment qui partez à la recherche des éléments sémiologiques. C'est vous qui allez vers le diagnostic. Le diagnostic ne saute pas comme un digestif. Vous ouvrez, vous voyez une grosse masse au niveau du foie. Il faut juste faire des séquences injectées pour caractériser. Mais en imagerie ostéo-articulaire, il faut vraiment revoir l'anatomie, savoir quand est-ce qu'il faut regarder l'os et quand est-ce qu'il faut regarder les tendons fléchisseurs, les tendons extenseurs, regarder les ligaments collatéraux, savoir regarder la capsule synoviale, vraiment en fonction de la pathologie, du contexte clinique, de la biologie, savoir se focaliser sur une région bien précise. Donc, les sésamoïdes sont là, médiales et latérales, pour des raisons biomécaniques. Très souvent, on voit les pathologies au niveau de la sésamoïde latérale. Mm. Alors, bon, je pense que pour l'os, c'est le plus important. Donc, les pièces osseuses du pied, tout le monde les connaît. Je voulais juste te rappeler les sésamoïdes et en fait la subdivision des pièces métatarsiennes et phalangiennes parce que vous remarquerez qu'on va faire recours dans la suite de la présentation. Par rapport aux articulations, l'avant-pied, en fait, commence au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne. On aura les articulations métatarso-phalangiennes et
interphalangiennes, mais sans oublier, nous avons aussi les articulations intertarsiennes. Donc, il y a quatre types d'articulations. Vous remarquerez que sur la partie proximale, donc la région tarso-métatarsienne, la pathologie dominante serait dégénérative, donc on verra les arthroses dans la plupart des cas. Mais les patients qui viendront avec des syndromes douloureux de l'avant-pied, il faut savoir bien analyser cette région métatarso-phalangienne. Donc, c'est la région vraiment d'intérêt, il faut savoir regarder. C'est comme ça, bien qu'on va regarder les pathologies osseuses, articulaires et des parties molles, on a réservé un chapitre vraiment sur les pathologies intermétatarsiennes parce qu'il sait que vous allez voir dans la plupart des cas, pourtant les éléments sémiologiques pour différencier chacune des pathologies ne sont pas très, très difficiles. Il faut juste savoir les rechercher. Donc, alors, par rapport aux articulations, la région métatarso-phalangienne, je voulais rappeler des éléments de fixité au niveau de cette région, tout en sachant que nous avons les ligaments collatéraux des part et d'autre. Mais sur la face plantaire, il existe un ligament qui constitue un élément déstabilisateur de cette articulation qu'on appelle les ligaments plantaires ou la plaque plantaire. Vous remarquerez que ces ligaments ont un intérêt particulier en imagerie osso-articulaire et si vous faites l'imagerie de l'avant-pied, vous ne regardez pas ça, vous allez rater beaucoup de lésions. Parce que ça, sur une image bien dessinée, on voit s'il y a une lésion, comment ça se voit. Mais en pratique, on ne voit rien en fait. En pratique, on va juste avoir, les patients viendra avec une symptomatologie des douleurs locales, une hyperkératose focale. Au stade très avancé, on aura des subluxations, mais après, à l'IRM, vous voyez rien. C'est juste une infiltration de cette région. C'est comme ça, il faut savoir vraiment regarder et comparer cette région par rapport aux autres rayons pour dire la symptomatologie, elle est focale. J'ai des anomalies, des signaux, ne serait-ce des parties molles, sans visualisation nette de ces ligaments et puis poser les diagnostics du syndrome des deuxième rayon qui est vraiment fréquemment rencontré au niveau de cette région. Donc, au niveau de cette articulation métatarso-phalangienne, hein, donc, sur la face plantaire, on a les éléments de fixité de la plaque plantaire, mais latéralement, nous avons aussi des ligaments qu'on appelle ligaments intermétatarsiens transverses qui ont un versant dorsal et un versant plantaire. Ce qui fait que dans ces tunnels, au niveau de cet espace intermétatarsien, ça va délimiter un tunnel fibreux et le long de ces tunnels fibrés, il y aura passage du nerf digital plantaire commun qui, avec des syndromes de conflit qui sera s'y rajouter, ça peut être à l'origine du syndrome des Morton. On en parlera plus tard. Donc, pour l'articulation, vraiment, grand intérêt sur la région métatarso-phalangienne parce que la plupart des pathologies fréquemment rencontrées, ça sera vraiment cette région. L'arthrose tarso-métamémée, l'arthrose tarso-métatarsienne, elle est aussi rencontrée, mais tout le monde peut le voir. On n'a pas forcément besoin de beaucoup d'imagerie, même pas l'IRM pour l'arthrose, quoi. Déjà avec la radio, on a des éléments. Alors, ça, c'était pour illustrer, hein, illustrer en fait une rupture de la plaque plantaire, comment ça se présente à l'échographie. Vous remarquerez que si vous faites une coupe anatomique chez un sujet normal, voilà comment ça se présente. Vous avez les tendons fléchisseurs qui est là, et puis cette bande hyper échogène, c'est ça en fait là, les ligaments plantaires ou la plaque plantaire. Donc, s'il y a les pathologies rencontrées, c'est soit un amincissement, soit une fissuration intraligamentaire, soit une rupture partielle ou une rupture complète. Mais regardez en cas de désinsertion, c'est que ça peut donner. Donc, vraiment avec l'échographie, vous pouvez dire la cause pour laquelle les patients, il a des douleurs de l'avant-pied. On n'a pas forcément besoin de faire recours à des grandes modalités d'IRM, finalement avec l'écho et radio, on peut faire l'affaire. Bien qu'à l'IRM, on a c'est une modalité supérieure, mais regardez une rupture complète de la plaque plantaire. C'est juste une anomalie de signal
monstrueuse et tout autour de l'articulation métatarso-phalangienne. Il n'y a pas de visibilité de la plaque plantaire. En coronale, une anomalie des signaux très, très importante. Mais à l'échographie, on a une preuve vraiment qu'il y a une désinsertion, il y a vraiment une rupture ici. Donc, il n'y a pas de doute. Donc, il ne faut pas seulement penser que l'IRM, elle est là pour répondre à toutes les questions, bien que ça nous dépende dans pas mal de situations. Mais l'échographie peut vraiment répondre à beaucoup de questions intéressantes lorsqu'elle est bien faite avec des coupes de référence, avec un peu de rappel anatomique et sémiologique. Je pense on peut répondre à beaucoup de questions. Alors, par rapport au nerf, vous remarquerez qu'on va parler du syndrome des Morton, qui est en fait une maladie qui est liée à la fibrose du nerf digital plantaire commun. Tout part en fait du plexus sacral qui est en fait issu des branches antérieures des rameaux de L4 et des L5 et des rameaux antérieurs des S3, des S1, des S3. Les rameaux antérieurs des L4 et L5 vont former les troncs lombo-sacral. Ces troncs vont fusionner avec les rameaux sacrés pour former les nerfs sciatiques. Les nerfs sciatiques vont poursuivre la division, bien que dans son cheminement, il va laisser les branches collatérales, mais il va se terminer par former les nerfs fibulaires communs et les nerfs tibiales. Les nerfs tibiales en distalité va donner les nerfs plantaires médial et les nerfs plantaires latérales. C'est les plantaires latérales dans sa division qui donnera les nerfs digitaux plantaires communs. Alors, je souligne vraiment ça parce que dans la maladie, dans le syndrome des manteaux, ces nerfs digital plantaire commun va passer dans les tunnels formés par les ligaments intermétatarsiennes dorsales et plantaires. S'il y a un conflit, alors le conflit vient d'où? Le conflit vient en fait avec le bord antérieur des ligaments intermétatarsiens plantaires et ces conflits est à l'origine de la formation d'une fibrose du nerf digital plantaire commun. Ça, il faut vraiment le savoir parce que les patients, comme c'est une pathologie d'origine nerveuse, les patients viendront avec une symptomatologie douloureuse, mais au stade très avancé, on peut avoir des hypoesthésies et des anesthésies parce que voilà, le point de départ, c'est quand même un nerf. En pratique, il faut regarder toujours des régions intermétatarsiennes. Comme c'est un regard des têtes, je peux aussi dire les régions intercapito-métatarsiennes. Donc, regardez ces régions, ça c'est vraiment un regard. Et plus en bas, c'est pas les nerfs, c'est les tendons fléchisseurs. Mais les nerfs, c'est vraiment un regard de ces espaces intercapito-métatarsiens. Alors, j'ai fait exprès de ne pas parler de la myologie et de l'arthrologie parce que ça ne va vraiment pas nous concerner dans la suite de la présentation. Et pour le tendon, on se sert toujours de la cheville, hein. Quand vous prenez la cheville, tout part de là. Alors, au niveau de la cheville, on a quatre groupes de tendons. Le groupe antérieur, c'est le groupe des extenseurs. Ce qui est médialement situé, c'est les tibiales antérieures. Après, ça sera suivi de l'extenseur propre de la luxe et puis l'extenseur commun des orteils, qu'on appelle actuellement les longs extenseurs des orteils. Et puis latéralement, déjà médialement, nous avons le tibial antérieur, les fléchisseurs, les longs fléchisseurs des orteils et les fléchisseurs propres des orteils, les tendons fibulaires en latéral et les tendons calcanéens. Et dans la division, au niveau de l'avant-pied, ce qui nous intéresse, c'est ça déjà, les fléchisseurs, les longs fléchisseurs des orteils, qui va pratiquement se diviser le long des faces dorsales des orteils. Et en médial, c'est les fléchisseurs, les longs fléchisseurs des orteils, lui qui va poursuivre la division dorsale, en fait, plantaire des orteils. Mais après, la pathologie tendineuse, c'est pas très, très compliqué, hein, donc on le verra par la suite. Donc, comme je vous ai dit, je vais commencer par la pathologie intermétatarsienne et puis on parlera des os, des articulations et des partiments après, parce que j'estime que ce chapitre regroupe quand même ce qui est fréquemment rencontré dans la pratique de tous les jours. Hmm. À tout seigneur, tout honneur, on commence par les névromes des Morton. En fait, les névromes des Morton, comme je vous ai dit, que cette articulation métatarso-phalangienne, il va aménager un ligament
qu'on appelle les ligaments intermétatarsiens. Il a un versant plantaire et un versant dorsal. Et au sein de ces deux versants, ça va former un tunnel fibré. En fait, les bords antérieurs du versant plantaire peuvent entrer en conflit avec ces nerfs et être à l'origine de la formation de cette fibrose. C'est cette fibrose qu'on appelle les syndromes ce qu'on appelle les névromes de Morton. Les rôles du radiologue, c'est d'aller traquer ça quand le patient vient avec un syndrome douloureux de l'avant-pied. Tout ce qu'il faut retenir, que cette pathologie, elle est quand même rencontrée au niveau, prédomine au niveau du troisième espace, au niveau du deuxième et du quatrième espace, très exceptionnel au niveau du premier espace. Et la symptomatologie, elle est très explosive ou très, très marquée au niveau du deuxième espace, parce qu'en fait, le deuxième espace, en comparativement à d'autres, il est quand même très serré comparativement. Il faut vous dire que c'est une pathologie liée au trouble de l'appui antérieur. Donc, les phénomènes de frottement participent quand même à la genèse de la pathologie. Quand vous regardez les premiers espaces, il y a trop d'espace. Donc, ce qui fait qu'il y a moins de conflits entre les nerfs digital plantaires communs avec les ligaments intermétatarsiens sur son versant plantaire. Mais après, au niveau du deuxième, du troisième et du quatrième, rarement aussi, mais après, en termes de fréquence, il y a quand même des formes des syndromes des Morton observés au niveau du quatrième espace, mais la symptomatologie la plus explosive, c'est au niveau du deuxième espace. Alors, qu'est-ce que on voit au niveau pour les syndromes des Morton? Ça, c'est l'anatomie normale. Comme je vous ai énuméré tout à l'heure, les nerfs, il faut les chercher en regard de l'espace intercapito-métatarsien. Ça, c'est l'aspect normal des nerfs. En cas d'une pathologie, on verra cette fibrose en IRM, ça sera une formation en hyposignaltin, à l'échographie, une formation hypoéchogène qu'il faudra juste prouver les raccordements avec les nerfs digitales communs pour faire les diagnostics. Donc, cet syndrome est prédominant chez les femmes hein, parce que c'est une maladie liée au port de hauts talons et avec la marche. Les diagnostics, il est clinique. Donc, si vous avez un bon clinicien qui est habitué à rencontrer cette pathologie, il n'a pas forcément besoin du radiologue pour poser le diagnostic. Pour poser le diagnostic, il n'en a vraiment pas besoin parce que les patients viennent avec un syndrome douloureux. Vous faites une pression directe au niveau de l'espace métatarsien, intermétatarsien concerné, soit vous faites les signes de Midler, qui consiste en fait à réaliser la pression au niveau des têtes de métatarsien, et puis ça réveille la douleur au niveau de l'espace intermétatarsien concerné. Comme c'est une maladie d'origine nerveuse, à un stade très avancé, on peut avoir des troubles sensitifs. Cliniquement, ça, c'est un élément très important qui permet aux cliniciens de différencier avec les autres syndromes des masses comme le bursite intercapito-métatarsienne. Ça, c'est juste une bourse qui se remplit des liquides. Les patients ne viendra jamais avec des troubles sensitifs. Déjà, même la localisation, elle est différente. Mais déjà, dans des éléments cliniques, les cliniciens n'ont pas forcément besoin de vous pour dire que mon patient, il a probablement un syndrome des mentons ou probablement une bursite intercapito-métatarsienne. Donc, l'imagerie, elle est non systématique, sauf dans les formes atypiques. Sauf dans les formes atypiques, là, en ce moment-là, les cliniciens peuvent toujours avoir besoin du radiologue, surtout que les névomes des mentons témoignent d'un trouble de l'appui antérieur. Donc, il faudra rechercher les pathologies associées. La luxe valgus, les syndromes du deuxième rayon, est-ce qu'il y a une bursite? Il faut quand même faire participer les radiologues dans la chaîne. Et puis, si les cliniciens veut amener son patient au bloc opératoire pour faire un geste, il doit vraiment avoir une preuve que effectivement il y a un syndrome de masse qui est raccordé à un nerf. Donc, les syndromes des Morton, les modalités, c'est l'échographie. Donc, on va voir une formation nodulaire qui est mobile, qui est non compressible parce que c'est vraiment une masse tissulaire. Mais ce qui fait les diagnostics, cette masse, elle est raccordée au nerf digital plantaire commun. Donc, c'est comme ça, au début, j'ai dit, il faut quand même revoir le couple de référence quand on va commencer l'imagerie osteoarticulaire.
plus facile au niveau des articulations portantes, les genoux, hanches, épaules, mais les extrémités, j'avoue que pour un débit, c'est galère pour tout le monde. Mais il y a des vidéos d'entraînement. On ne doit pas seulement chercher les liquides intra-articulaires quand on fait les coiffures articulaires. Faut regarder toutes les structures anatomiques. C'est la seule façon pour progresser, voilà, poser des diagnostics un peu fiables. Donc, en imagerie médicale, en échographie, il faut prouver qu'il y a effectivement un syndrome des masses. J'ai mis ici en coronal pour comparer l'échogénicité de cette région et l'échogénicité de cette région. Vous remarquerez ici, effectivement, on a une masse nodulaire hypoéchogène, mais ici, on a une atmosphère graisseuse de cet espace entre le M3 et le M4. Et puis, ça, vous faites juste une coupe sagittale pour prouver que cette masse, elle est effectivement raccordée au nerf digital plantaire commun. Et comme c'est une pathologie qui est témoin d'un trouble de l'appui antérieur, ça peut s'associer à des bursites intercapito-métatarsiennes. C'est pas mauvais. C'est des pathologies différentes, mais qui peuvent toujours cohabiter. Mais ici, l'urgence, c'est les syndromes des Morton. Et à l'IRM, il faut des coupes coronales, regarder au niveau des espaces intercapitaux métatarsiennes, la possibilité d'avoir une formation en hypo-signal T1. Cette formation est des signaux TD variables, mais ça ne sera jamais des signaux TD liquidiens. On verra jamais en TD cette formation comme ça, blanc, blanc, blanc. Non, ça sera toujours un peu blanc modéré pour dire que c'est pas du liquide à l'intérieur. C'est vraiment une formation tissulaire, une fibrose du nerf digital plantaire commun. Les, les éléments qui les différencient avec d'autres pathologies de cette région, comme la bursite interne capito-métatarsienne, ça sera la topographie. Le syndrome des Morton, il naît du nerf digital plantaire commun. Les nerfs digital plantaire commun épousent en fait la phase, la région plantaire de ces espaces. On ne peut jamais avoir un syndrome de Morton ici sur la région dorsale. C'est que ce n'est pas un syndrome de Morton. La topographie, elle est très importante, sauf par exemple de voluminise masse, mais qui commence quand même, qui prend quand même le point de départ au niveau de la région plantaire et puis qui fuse cet espace et pour finalement se localiser au niveau de la région dorsale. Mais la topographie, elle est d'abord plantaire. Et autre élément, les syndromes de Menton, c'est une fibrose. Donc, il n'y a pas de compressibilité quand on fait l'échographie. Il n'y a pas de compressibilité et c'est une masse d'origine nerveuse. Donc, le patient vient avec une douleur, on peut avoir des troubles sensitifs. Donc, déjà, il y a des éléments qui vous permettent en fait de ne pas les confondre avec une bursite intercapito-métatarsienne. Bon. D'accord. Bon, vous pouvez, s'il y a des questions, moi, ça ne me pose aucun souci. Si vous voulez, à la fin, il n'y a pas de souci. La deuxième pathologie de la région intercapito-métatarsienne, c'est le bursite intercapito-métatarsienne. Alors, vous remarquerez que ça aussi, c'est une pathologie qui est favorisée par les troubles de l'appui antérieur, qui, a priori, d'origine mécanique plutôt qu'inflammatoire, sauf dans un contexte des rhumatismes, des arthropathies rhumatismales. Elle peut aussi être associée à un syndrome de Morton, comme je vous ai montré. C'est le même exemple, hein. Ici, il y a un syndrome de Morton, et puis derrière, il y a une bursite intercapito-métatarsienne. C'est possible, hein. Comme c'est dans une même région anatomique, les patients viendra aussi avec un syndrome clinique de Morton. Donc, il faut réaliser des appuis de métatarsienne pour révéler la douleur. Les facteurs favorisants restent les mêmes, les ports de chaussures à haut talon, la marche, mais comme ce n'est pas une masse d'origine nerveuse, il n'y a pas de troubles sensitifs, même au stade très tardif. Mais qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est une bursite, en fait, c'est une bourse qui se remplit du liquide. Nous, on regarde les régions intercapito-métatarsiennes, hein. Il faut regarder les liquides. Ça, c'est les séquences TD. Les liquides, c'est blanc. Donc, nous, on peut pas voir ça en fait. L'espace normal, c'est ça. Mais à partir du moment où j'ai un peu, même une discrète, seulement une discrète formation, il faut les signaler parce que ça peut être à l'origine d'un syndrome douloureux. Donc,
Nous, on ne veut pas voir ça. C'est une bursite intercapito-métatarsienne. Vous remarquerez que la bursite intermétatarso-carpienne, elle peut commencer soit au niveau de la région dorsale, soit dans l'espace intercapito-métatarsienne, sauf si elle est volumineuse, elle peut aussi descendre dans la région sous-capitale ou dans la région plantaire. J'ai mis un exemple ici. Effectivement, il y a une bursite un peu volumineuse qui épouse quand même un peu la région plantaire. On dit ça, c'est la topographie du Nevers de Morton. Mais parce que la bursite, elle est volumineuse avec le fait de la pesanteur, on voit quand même une extension de la lame liquidienne au niveau de la région plantaire. Voilà. Donc ça, c'est trop facile hein, à l'IRM ou à l'échographie. Il faut juste faire des coupes de référence au niveau de l'espace intercapito-métatarsienne. Et les secrets, c'est quoi? Si vous voulez analyser l'avant-pied ou le pied en général à l'échographie, comme la région plantaire, elle est dure, hein, c'est là où nous déposons en marche, il faut utiliser les sondes à basse fréquence. Et puis, pour les régions dorsales, la peau, elle est fine. Vous utilisez les sondes à haute fréquence. Ça peut vous aider. Vous mettez vraiment dans l'espace intercapito-métatarsienne. Vous suivrez les structures anatomiques. S'il y a une masse, vous le verrez. Mais voyez seulement la technique. Nous, quand j'ai commencé à pratiquer les échos sur-articulaires, on s'est donné l'habitude de s'entraîner entre nous quand on était interne. Et puis, ça marchait très bien parce qu'il y a une ambiance d'apprentissage, on se rigole entre nous, et puis c'était bien. Et puis, je connais des radiologues qui amenaient leurs enfants des dimanches, les samedis dans des centres juste pour s'entraîner, et je pense que ça a donné des très, très bons fruits. S'il n'y a pas d'entraînement en écho articulaire, vous commencez directement par les vrais patients. Soyez-en sûrs, vous raterez certains trucs pour vos devis, et puis après, vous allez vous rattraper. Mais si vous voulez faire du bon travail, commencez quand même par des mannequins avant de passer par des vrais patients. Donc, le biocyte, c'est vraiment du liquide au niveau de cet espace intercapito-métatarsienne. Et le diagnostic imagérique aussi n'est pas systématique parce que le patient, les cliniciens peuvent poser son diagnostic déjà à l'échographie. Mais c'est une pathologie favorisée par les troubles de l'appui antérieur, il faut rechercher les éléments associés, la lux valgus, est-ce qu'il n'y a pas un syndrome de Morton? Donc, les chirurgiens, à partir du moment où ils commencent à penser de faire un geste, même infiltratif ou chirurgical, il doit quand même demander l'imagerie pour avoir les carnets. En IRM, on en a déjà parlé, donc c'est le même exemple. D'accord. Et la troisième entité, c'est en fait de bursite sous-capital. Ce n'est vraiment pas une pathologie intercapito-métatarsienne en réalité. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que elle est fréquemment associée au névrome des Morton, au bursite. Et puis, fréquemment, dans les syndromes douloureux de l'avant-pied, on trouve des bursites sous-capitales. De quoi il, excusez, de quoi il s'agit en fait, les bursites? À l'état normal, quand vous comparez l'arche plantaire de la palette métatarsienne, vous voyez qu'elle est concave. Ce qui fait que l'appui physiologique du pied, c'est au niveau de ses amoïdes du premier rayon et au niveau de la tête du cinquième. Mais après, ce qui se passe, euh, est qu'à l'état normal, à l'état pathologique, on peut avoir l'inversion de cette concavité. Ce qui fait qu'il y a transfert d'appui sur les deuxièmes et les troisièmes rayons. À l'état physiologique, il n'y a pas de bourse en fait en regard des têtes du deuxième et du troisième. Mais à partir du moment où il y a cette inversion et l'appui s'est fait au niveau de ces deux têtes, il y aura en fait les forces de cisaillement qui vont disséquer en fait les partiments en regard des têtes de méta et être à l'origine de la néoformation de bourse en regard du deuxième et du troisième et constituer de vraies formations liquidiennes. Ce n'est pas une formation qui est en regard de l'espace intercapito-métatarsienne, mais vraiment c'est en regard de la tête, donc c'est sous-capital, sous la tête du méta, donc c'est vraiment sous-capital. J'ai mis un exemple ici, c'est vraiment sous la tête. Donc, si vous recherchez les raccordements avec l'espace intercapito-métatarsienne ou l'articulation, il n'y en a pas. C'est vraiment une dissection, une cellulite sous-cutanée en dessous de la tête du méta qui
Il est responsable de la formation d'une néobourse qui s'est fait coloniser par du liquide et être à l'origine d'une bursite socio-capitale. Cliniquement, les patients viendront avec des hyperkératoses plantaires parce qu'en fait, l'appui, ça s'est fait là. Bon, j'ai mis cet exemple c'est au niveau du premier rayon parce que à l'appui physiologique s'est fait quand même au niveau du premier rayon au du cinquième, ce qui fait qu'à l'état normal, on peut toujours avoir aussi de bursite sous-capitale en regard du premier et du cinquième, mais lorsqu'il y a inversion de cette concavité, ça, c'est il y a quand même un transfert d'appui sur les têtes du deuxième et du troisième état. Donc, vous avez vu que les pathologies intermétatarsiennes, c'est pas beaucoup chez les syndromes de Morton, c'est la bursite intercapito-métatarsienne, c'est de bursite sous-capitale on n'a pas forcément besoin d'IRM. À l'échographie, on peut avoir des dissections sous-cutanées, on le verra. Le bursite intercapito-métatarsienne, il faut juste faire des coupes de référence, on verra du liquide. Et les syndromes de Morton, c'est une composante tissulaire. Rechercher les raccordements avec les nerfs digital plantaire commun et on pose un vrai diagnostic et puis on aide vraiment les chirurgiens et le patient par rapport à sa symptomatologie. Donc, on n'en a vraiment pas forcément besoin de l'IRM à tout prix pour nous dépanner face à ces genres de symptomatologies. Alors, maintenant, les pathologies osseuses, parce que c'est quand même l'appareil locomoteur, il faut regarder l'os, il faut regarder les articulations, il faut regarder les parties molles. On a parlé des pathologies intercapito-métatarsiennes en premier parce que c'était quand même ce qu'on rencontre le plus fréquemment dans la pratique de tous les jours. Alors, le fracture de contrainte. Ça va intéresser le métatarsien en général. Tout segment du métatarse, ça peut prendre la tête, ça peut prendre la diaphyse du métatarse, ça peut prendre la base et c'est prédominant au niveau du deuxième et du troisième rayon. Alors, les facteurs favorisants, c'est quand même les activités physiques et sportives. Et ce qu'il faut signaler, la fracture de contrainte, avant 10 jours, la radiographie initiale, elle est normale. Ce qui va vous aider. Il faut toujours faire les couples écho-radio quand on veut explorer les syndromes douloureux de l'avant-pied. Parce que dans la recherche des étiologies les plus fréquemment rencontrées, il y a une participation osseuse, soit les articulations, soit les parties molles. Donc, comme dans nos milieux, l'IRM n'est pas vraiment dispo, donc, couple écho-radio, ne faites jamais l'écho-cell, ne faites jamais la radio-cell, couple écho-radio. La radio, elle est normale à la phase initiale. Ce qui fera les diagnostics, c'est l'échographie. L'échographie, lorsqu'elle est bien faite, on peut voir des appositions sous périostée. Donc, si vous suivez la corticale osseuse, vous ne voyez pas des solutions de continuité. Ce qui fera les diagnostics, c'est soit à un stade un peu avancé, lorsqu'il y a déjà apparition des appositions périostées, ce qui différencie les appositions périostées avec les hématomes sous périostée, vous remarquerez quand même qu'en dessous des appositions périostées, on a un cône d'ombre postérieur. Et les hématomes, déjà, les signaux, il est un peu hypoéchogène et il n'y a pas de cône d'ombre postérieur. Et c'est vraiment ça qui fait le diagnostic. L'échographie va vous aider pour une atteinte aux 16 ans. C'est vraiment pas une fracture, mais l'échographie, au stade des débits, elle est meilleure par rapport à la radiographie. La radiographie, au stade si on n'est pas rassuré et qu'on veut vraiment avoir un diagnostic de certitude, on peut toujours faire l'IRM parce qu'à l'IRM, on a quand même le LDM aussi qui est quand même précoce. Il faut faire des séquences TIR ou des séquences DP-FATSAT. Donc, ce sont des séquences avec annihilation des signaux de la graisse, hein. La graisse, normalement, elle est blanche en T1. Mais sur cette séquence, vous voyez qu'on a annulé les signaux de la graisse pour ressortir en fait le DEM aussi de la pièce osseuse concernée. Donc, c'est une fracture. Il n'y a pas de solution de continuité, mais on voit bien que l'os ici, il est trop blanc, c'est l'œdème. Et puis, tout autour, vous avez une importante infiltration des parties molles. Là, vous fermez les yeux, dont les patients viennent avec un syndrome douloureux, vous tombez sur ça, c'est une fracture de contrainte. En fonction des cas, est-ce que ça sera une fracture des fatigues si c'est sur un os sain ou une fracture par insuffisance osseuse si c'était un os déjà fragilisé.
Mais dans tous les cas, ça reste une fracture des contraintes. Voilà, l'IRM ne montre rien, mais juste l'infiltration des parties molles. La radio, maintenant, sera très importante après 10 jours ou très tardivement, parce que là, on va vraiment voir la formation des appositions périostées, de bandes de sclérose beaucoup plus importantes comparativement à d'autres pièces osseuses. Et ce qui est très important encore, c'est la formation des calcés avant la reprise des activités sportives. Donc, au stade de début, vous allez faire votre radio, vous ne trouverez rien, mais il faut pas. D'ailleurs, ça renforce votre hypothèse, ça doit vraiment vous tiquer. Le patient vient avec un syndrome douloureux et pas forcément notion de fracture. Mais je tombe sur une radio qui est normale. J'ai fait l'écho, je vois des hématomes sous périostée. J'ai fait les diagnostics. Alors, on peut avoir le fracture dans d'autres sites, hein, pas seulement, comme j'ai dit au début, ça peut prendre la diaphyse, la base, les têtes, pas seulement de métatarsiens, de phalanges, des sésamoïdes et la luxe. Il faut savoir les rechercher. Bon. Alors, la particularité maintenant des fractures des têtes métatarsiens, c'est qui fait qu'au niveau des métatarses, que ça soit en radio, à l'IRM, c'est très facile parce qu'on est quand même aidé déjà par le DMOC, mais ce sont des fractures sous-chondrales, c'est-à-dire qu'il va se former en fait un méplat sur le versant, si le versant dorsal, alors qui est en fait matérialisé. Regardez les pièces osseuses normales, les têtes métatarsiennes sont toujours convexes, sont toujours bombé comme ça. Et puis, entre les deux, il y a cette interligne articulaire. Mais ici, vous voyez la pièce osseuse qui est en hypersignal de P FAT-SAT. L'interligne articulaire, il est là. Mais vous avez cette bande, en fait, de sclérose sous-chondrale. C'est ça qui fait les diagnostics, en fait. Ça, c'est à l'IRM, c'est facile. Mais les fractures sous-chondrales, on peut les voir aussi en radio. Il faut juste bien regarder, il faut zoomer, il faut regarder la disparition de cet aspect un peu convexe. Et puis, cet aspect concave, en fait. Et puis, vous voyez les méplats bien formés sur le versant dorsal, on fait les diagnostics. Mm. La deuxième pathologie après les fractures de contrainte, c'est la maladie de Friberg, qui est une entité pédiatrique qui est rencontrée chez les enfants. C'est en fait la suite qui précède une fracture sous-chondrale des têtes de métal. Mais chez les enfants, cette fois-là, la prédominance, elle est féminine, ça ne change pas. Donc, c'est une osteochondrite. Et cette osteochondrite, en fait, au stade, il va engendrer des déformations de la tête métatarsienne et qui sera responsable d'une incongruence articulaire avec la responsable plus tard des arthropathies métatarsophalangiennes. Savoir regarder. Si c'est un enfant, regardez bien les têtes de méta, regardez s'il y a une formation d'une niche, d'une érosion. Si tu dis fracture des têtes de méta, personne ne va t'en vouloir. Mais chez les enfants, évoquer quand même l'osteochondrite de Friedberg, ça montre la précision diagnostique. Mais en gros, ça reste une fracture des têtes de méta. Et ces fractures des têtes de méta, elles sont parfois multiples ou associées à d'autres fractures par insuffisance osseuse, surtout dans les cas des neuroarthropathies diabétiques. Pourquoi? En fait, parce que quand vous ne connaissez pas les contextes, voilà, ça fait vraiment un tableau pseudo-sceptique. Vous avez l'atteinte de pièces osseuses, une grosse infiltration des parties molles, un épanchement intra-articulaire très, très abondant. Mais regardez, il n'y a pas des mal perforants plantaires. Donc, ça, ce sont des éléments qui vous aident quand même. Il n'y a pas de mal perforants plantaires, recadrer les contextes cliniques, regarder la biologie, il n'y aura pas de syndrome inflammatoire. Dans le contexte clinique, ça va, il y aura des éléments qui vont vraiment vous amener à comprendre. Et à la limite, vous faites des radios, vous allez voir si vous avez des fractures sous-chondrales visibles ou non. Ou même à l'IRM, mettez sur d'autres plans de coupe, regardez sur d'autres plans
vous allez vous aider que c'est pas un tableau septique, c'est vraiment une fracture des têtes de métal avec une grosse réaction œdomateuse des partiments et un épanchement intra-articulaire des, des, des grandes abondances. Après les fractures des contraintes, la maladie des Friber, on va terminer la pathologie osseuse par les sésamoïdites, qui en fait, c'est une atteinte plutôt mécanique micro-inflammatoire. Pour des raisons biomécaniques, je vous ai dit que l'atteinte prédominait quand même au niveau du sésamoïde latéral. Et les diagnostics de ces amyloïdes au début, c'est l'IRM quand même, parce que la radio, elle est négative. Ce qui fera les diagnostics, c'est la présence des éléments quand même inflammatoires. Donc, une synovite, une ténocytovite, j'ai pas trouvé des bons exemples pour vous montrer, mais en réalité, vous regardez là où vous avez des sésamoïdes de la luxe. Une synovite, c'est en fait une collection liquidienne au sein de cette articulation. Si vous voyez beaucoup d'articulations ici, ça fait le diagnostic des synovites. Et ces tendons, c'est ce qu'on appelle les tendons du long fléchisseur de la lyx. Si il est entouré d'une gaine d'une lame liquidienne, ça fait le diagnostic de ténosynovite du long fléchisseur de la lyx. Devant ces éléments-là, vous avez une lame liquidienne ici. Vous avez du liquide dans l'articulation. Vous avez des anomalies trophiques au niveau de ces amoïdes. Ça fait le diagnostic de ces amoïdites. Et la radio ne nous aide que très tardivement lorsqu'il y a des modifications trophiques, parce qu'on peut avoir des densifications, on peut avoir des fragmentations, des fractures. Mais l'IRM fait quand même les diagnostics au stade précoce. C'est quand même une atteinte qui est infectieuse ou inflammatoire. Donc, voilà, faut poser rapidement les diagnostics. Et la radio, elle est quand même tardive, mais dans tous les cas, si vous faites l'échographie, hein, vous pouvez déjà voir s'il y a du liquide ou non dans cette région. Et s'il y a du liquide tout autour de la gaine, hein, du long fléchisseur de l'hálix. L'avant-dernier point, ça sera les arthropathies quand même, bien que ce n'est pas fréquemment rencontré, mais c'est l'appareil locomoteur, il faut regarder les os, il faut regarder les articulations. Alors, les arthropathies, la maladie la plus fréquente, c'est les syndromes du deuxième rayon. Comme je vous expliquais au niveau de cette articulation métatarsophalangienne, il y a les éléments déstabilisateurs ou des éléments de fixité sur la région plantaire. Il y avait un ligament qu'on appelait les ligaments plantaires ou la plaque plantaire. Ces ligaments, en fait, c'est un fibrocartilage stabilisant cette région qui peut être aminci, qui peut être lésé. Sur tout ça, si vous avez les éléments favorisants. L'élément favorisant, c'est quoi? Si vous avez un deuxième métatarse long. Alors, lorsqu'il y a un deuxième métatarse euh, long, il y aura beaucoup de contraintes mécaniques dans cette région. Il y aura des micro-traumatismes qui vont favoriser l'étirement jusqu'à la rupture. Et les patients viendront avec une douleur localisée, avec une hyperkératose focale. Au stade très avancé, on peut avoir des subluxations métatarsophalangiennes. Ben, ça, en radio ou à l'échographie, on pose le diagnostic. Je vous ai montré l'image que j'ai montrée au début là. Ça, c'est le ligament plantaire ou la plaque plantaire. À l'état normal, il est là. Vous voyez, il est là. Il y a un tendon fléchisseur qui passe ici par rapport à chaque rayon. Il faut d'abord commencer par retrouver ces tendons fléchisseurs. Et en dessous, vous avez la plaque plantaire. Voilà l'état normal, comment la plaque plantaire se trouve. Mais à l'état pathologique, vous avez cette rupture si c'est le cas. C'est le cas, par exemple. Donc, ce sont des pathologies un peu des spécialités, mais qui peut être posées facilement si les choses sont faites dans les règles de l'art. Dans la plupart des cas, on peut avoir des synovites de fléchisseurs concernés en regard ou des subluxations. C'est quand même un élément de fixité. Euh, Quand il est rompu, on a la possibilité d'avoir des subluxations. Et ça, c'est la complication qu'il faut vraiment signaler parce que le chirurgien, il en aura quand même besoin pour continuer la prise en charge.
Tac, tac, je vais passer ça. Alors, cette forme, les tourteaux, en fait, c'est toujours un syndrome du deuxième rayon, mais c'est toujours comme un syndrome du deuxième rayon. Mais cette fois-là, ça se passe au niveau du premier rayon. Initialement, ça a été décrit comme une maladie des footballeurs américains hein, qui jouaient sur des surfaces synthétiques dures et avec des chaussures un peu souples. Donc, sur les plans lésionnels, c'est toujours une rupture des ligaments plantaires, mais qui concerne hein, le premier rayon. Mais plus tard, la définition a été très élargie. Toutes les lésions en fait capsulo-ligamentaires ou osteochondrales qui intéressaient la région métatarso-phalangienne entraient quand même dans les cas des tophtoïdes. Bon, en gros, ça reste une maladie capsulo-ligamentaire hein, métatarso-phalangienne. Et ces anomalies des signaux vont engendrer les lésions osteochondrales à type de chondropathie, des modifications osseuses, hein, bien comme on les voit ici. On voit qu'en radio, voilà, on peut poser des choses. Hein. Effectivement, il y a des modifications de cette surface articulaire avec de petites érosions sous-chondrales sur la tête du premier méta. Ça fait les diagnostics. Si vous faites l'échographie, on peut tomber sur des corps étrangers intra-articulaires, on peut tomber par des cicatrisations, par des épaississements fibro-cicatriciels des ligaments collatéraux. Vraiment, tout ce qui concernera la région capsulo-ligamentaire et ostéochondrale de l'articulation métatarso-phalangienne peut entrer dans les cas d'étouffement. À part ça, nous avons l'arthrose connue de tous, hein, de tous. Il y a seulement des profils à regarder. Euh, Est-ce qu'il y a les troubles de l'appui antérieur associés? Ici, il y a un hallux valgus. Vous calculez l'angle en fait entre le premier méta et et la phalange proximale. Si cet angle-là est supérieur à 12 degrés, ça fait un diagnostic d'hallux valgus. C'est quand même un facteur favorisant pour les arthroses précoces. Les chirurgiens peuvent corriger et puis avec des anti-inflammatoires, ça peut être très bénéfique pour les patients. Mais les arthroses développées en dehors du contexte d'hallux valgus, c'est entre dans les profils d'un hallux rigidus. Il y aura juste une raideur articulaire douloureuse, mais sans forcément une déviation de l'articulation. Ce sont des pathologies qu'on connaît nous tous, hein. Donc quand on regarde l'os, on regarde l'articulation. Et la seule pathologie un peu de spécialité, c'est le syndrome du deuxième rayon, parce que là, il faut vraiment aller traquer les ligaments plantaires pour regarder est-ce qu'il est aminci, il y a des fissurations intraligamentaires, est-ce qu'il est lésé, est-ce qu'il est fissuré, mais l'arthrose, tout le monde, tout le monde. Alors, les uropathies relatives, la goutte en premier, on aura des dépôts intra- et périarticulaires d'hydrate de sodium en, en, en intra ou en périarticulaire. Et ce qui fait les diagnostics, c'est la radio, parce que la particularité de ces dépôts vont entraîner en fait des érosions para-articulaires. Donc, les érosions sont vraiment para-articulaires. Par contre, les interlignes articulaires sont tout à fait sans particularité. Et si vous avez la chance au stade très avancé, on peut avoir la formation des tophites denses. Là, ça fait les diagnostics des gouttes, vous n'avez pas de doute. Mais au stade précoce, on peut avoir la conservation des interlignes articulaires avec des érosions para-articulaires. Interrogez les patients, prenez un peu les antécédents. Vous avez le droit d'évoquer la possibilité d'une arthropathie goutteuse. Personne ne va vous faire du mal. Et à l'IRM, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà pourquoi je me dis, avec la radio et l'écho, on peut vraiment s'en sortir face à beaucoup de pathologies parce que la sémiologie, elle est tellement riche, il faut seulement savoir s'en servir. Voilà ces tableaux d'IRM où vous avez une infiltration monstrueuse des parties molles, l'atteinte de la moelle osseuse du premier rayon. Mais ce qui fait le diagnostic, c'est en fait cette érosion para-articulaire. Parce que dans tous les cas, on peut dire que c'est un tableau septique, mais il y avait quand même un contexte clinique et puis on est aidé par les radios, par la sémologie IRM. Mais ce qui faisait le diagnostic ici, c'est érosion para-articulaire.
Pour les arthropathies, on terminera quand même par la polyarthrite rhumatoïde. La polyarthrite rhumatoïde, connu aussi de tous, hein, ce qui va aider les diagnostics, c'est quand même les caractères bilatéral de l'atteinte, hein. On aura au stade de BI, la radio peut être normale, mais avec les temps, on a une déminéralisation en bande qui va intéresser les articulations métacarpales phalangène. Et avec le temps, on aura un pincement global de l'articulation et puis avec des érosions marginales. Les caractères bilatérales, la déminéralisation en bande, les pincements globaux de l'interline sans forcément avoir des ébauches ostophytiques ici. Donc, voilà, les pincements, il est vraiment très monstrueux, mais en regard de l'articulation, on n'a pas des remaniements arthrosiques. Donc, vous avez des érosions marginales tout autour de l'articulation et la polyarthrite rhumatoïde, c'est pas aussi très compliqué que ça. Donc, avec la radio, on peut vraiment poser beaucoup de choses, hein. Il faut juste revoir la sémiologie un peu de choses, hein, et puis faire les choses à tête reposée. On arrive à s'en sortir. Les derniers chapitres, ça sera sur les pseudotumeurs et les tumeurs de partie molle. Vous voyez, vous savez déjà que je n'ai pas très développé ça parce que c'est en fait la seule entité où, que ce soit l'IRM ou l'échographie, nous tous on est un peu embêtés, sauf devant quelques formes de voluminèse bursite. Là, ça pose pas trop de soucis que ce soit à l'écho ou à l'IRM. On s'est déjà vu, on a des bursites intercapito-métatarsiennes avec une extension sous-capitale. Là, ça pose pas trop de soucis. Les kystes mycoïdes aussi, lorsque l'origine est intra-articulaire, on peut diagnostiquer ça. Pas trop de soucis parce qu'il faut prouver la communication de ces kystes avec les interlignes articulaires. Mais ça, c'est pas aussi très compliqué. Et une pathologie qu'il faut connaître, c'est la fibromatose plantaire. C'est quand même, ça relève de la spécialité. La fibromatose plantaire, en fait, c'est une atteinte du fascia plantaire superficiel. J'ai mis cette image seulement pour vous illustrer les fascias plantaires superficiels. Et ce qui fait la maladie de l'œdorose, c'est d'avoir une formation nodulaire qui se raccorde avec le fascia plantaire superficiel. Mais faites très attention. Il faut vraiment prouver les raccordements en pente douce avec les fascias plantaires. Donc, ici, vous prouvez qu'effectivement, il y a un raccordement en pente douce de ces nodules avec les fascias plantaires. À l'échographie, ben, il y a quand même le fascia plantaire qui est là. Il y a cette formation nodulaire qui se raccorde. Les Doppler, il est variable en fonction des tumeurs. Et, mais les diagnostics différentiels devant cette formation nodulaire de la ponévrose plantaire superficielle, ça reste quand même les synovialosarcomes, ce qui fait que si vous n'êtes pas sûr qu'il y ait un raccordement à pente douce, évoquez quand même les diagnostics parce que les synovialosarcomes, ça signifie au chirurgien qu'il faut quand même aller vite enlever la masse et envoyer la pièce à la mappate. Si jamais il y a la confirmation du diagnostic, il faut faire un bilan d'extension, voir s'il n'y avait pas déjà des signifiés ailleurs. Donc, mais après, c'est une formation nodulaire raccordée vraiment en pente douce avec les fascias plantaires superficielles. Mais si vous voyez juste un nodule qui se colle comme ça, tac, faites très attention. La maladie de l'œdorose, elle a la possibilité d'être quand même multiple, bilatérale. Ça réconforte les diagnostics. Mais vous voyez une masse unique, unilatérale, qui ne se raccorde pas en pente douce avec la ponévrose plantaire superficielle. Faites très attention, ça peut être un synovial-sarcome. Et les synovites nodulaires, je pense que ça aussi, ça fait partie de grosses masses de parties molles. J'avoue que l'échographie ici n'est pas très parlante parce que ce qui fait le diagnostic à l'IRM, c'est la présence en fait des dépôts d'hémosidérine visualisés sous forme de signal en hyposignal T d'étoile ou écho de gradient. Ce qui fait qu'il faut voir une grosse masse
quand vous regardez à l'IRM, bien qu'il y aura des érosions osseuses importantes, mais au sein de la masse, il y a quand même des dépôts d'hémosidérine qui sont visualisés en hyposignal T d'étoile. Mais après, ce sont quelques rares diagnostics où vous aurez vraiment besoin d'IRM. Mais dans 8 cas sur 10, l'écho et la radio peut forcément dépanner. Et les formes, les tumeurs bénignes, elles sont nombreuses. Si doute, on fera toujours la NAPAT. Pareil pour les formes malignes, hein. L'intérêt du radiologue, c'est pas de dire que cette forme de tumeur, c'est un sarcome, c'est un lémiosarcome, c'est une métastase. C'est de rechercher les signes atypiques. Est-ce qu'il y a des calcifications? Demander l'anamnèse, l'histoire de la maladie. C'est une masse qui est à croissance rapide. Quand vous regardez la sémiologie, est-ce qu'il y a des septa? Est-ce qu'il y a des niveaux? Si, à la fin, il ne faut pas dire que cette masse digestive, sauf en cas de synovial-sarcome, parce que ça, c'est la topographie qui fait le diagnostic. Mais pour les autres formes de lésions, je pense qu'il faut se limiter à la description. Vous dites que masse suspecte, localisée dans telle région. On garde quand même notre côté humble hein, pour ne pas aller aussi faire des diagnostics, des hyper-diagnostics, hein. Vous restez descriptif. Et puis, si jamais il y a des doutes, si les chirurgiens veulent aller très loin, on va faire participer la NAPAT dans la chaîne pour faire avancer les choses. En conclusion, nous avons vu hein, que la pathologie de l'avant-pied, elle est très fréquente et, euh, et que les étiologies les plus fréquemment rencontrées sont osseuses, les arthropathies, les pseudotumeurs, mais il ne faut pas oublier les atteintes intermétatarsiennes parce que c'est ce qui est vraiment rencontré fréquemment dans la pratique courante. La stratégie diagnostique, elle est dominée par les couples radio-échographie et que l'IRM et les scanners ne viennent que en deuxième intention. J'étais très honoré d'animer cette présentation. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup, Junior. Je pense que je me joins à toute l'Assemblée pour te remercier, vraiment. Merci pour cet exposé qui était clair, hein, qui était clair, riche et surtout didactique, parce que tu faisais en plus un effort à chaque fois de faire des petites conclusions avant de passer au sujet suivant. Donc voilà, tu m'as beaucoup aidé pour faire par rapport à la synthèse générale. Et donc, si je dois ajouter un petit mot avant de passer la parole au professeur Béa, l'ennemi à abattre ce soir, on parle surtout de l'avant-pied. Donc, on a dit que l'avant-pied, quand on voit avant-pied, on voit la tête, les têtes des métatarsiens et les orteils. Oui. La plupart des pathologies sont basées sur une répartition, un déséquilibre surtout des pressions et voilà, à ce niveau-là. Et le rétentissement s'exprime sur le niveau osseux, sur le niveau capsulo-ligamentaire et sur le niveau surtout euh, cutané également. Donc, les éléments à retenir, on ne cessera jamais de le rappeler en imagerie et en particulier en ostéo-articulaire. Les prérequis anatomiques, c'est la base. Il faut s'entraîner, s'entraîner sans cesse, avoir l'habitude de voir ce qui est normal pour reconnaître justement ce qui est pathologique. Les éléments à retenir par rapport à la branche anatomique, on a parlé du nerf plantaire digital commun, de la plaque plantaire sur laquelle tu es revenu à de nombreuses reprises, et également du ligament intermétatarsien transverse profond qui fait partie des éléments de fixité. Donc, les causes sont nombreuses. On a été content surtout de voir que à chaque fois, c'est le couple écho-radio qui est prédominant. Donc, déjà, on est un peu plus à l'aise, surtout pour les plus jeunes, parce que on se rend compte que dans la majorité des cas, on peut déjà faire le diagnostic ou l'orienter déjà avec ce couple-là qui est accessible, je pense, maintenant, sur tous les cieux. Donc, les radiologues qui ont participé à cette session, je pense qu'ils ils sont contents parce on a vraiment décortiqué toutes ces causes. Tu as parlé du syndrome de Morton, de la bursite sous-capitale, de la bursite intercapitométatarsienne. Tu as évoqué des causes osseuses comme les sésamoïdites, les fractures de la diaphyse métatarsienne, les fractures de la tête des métatarsiens. Également des pathologies pédiatriques comme le socondrite de Freiberg, dont je pense le diagnostic est très important parce que les retentissements, je pense qu'il est quand même assez important.
Tu as également détaillé les arthropathies, les implications sur tout ce qui était arthropathie goûteuse, rhumatoïde, et puis après quelques spécialités comme les causes surtout tumorales et autres. Donc, je m'en vais passer la parole au professeur au professeur Robert. Je ne sais pas s'il est là. On a vraiment besoin de votre avis sur le sujet. Professeur Robert est là encore, je l'avais vu. Il est là plutôt. Professeur Robert, allô? Je Professeur crois que Robert? son micro est fermé. Oui, Professeur Béa, voulez-vous ouvrir le micro? C'est bon? Oui, c'est bon, professeur, nous vous écoutons. Bonsoir. Merci. Mer- Merci, Bonsoir, professeur. merci, Babassa, pour m'avoir donné la parole. Et surtout, merci de m'avoir fait participer à votre forum des radiologues. Vous savez que l'orthopédiste ne peut pas fonctionner sans le radiologue. Nous Tout à vivons fait. toujours. Et je remercie le professeur Mata et le docteur Nuni qui m'ont inscrit à ce forum pour participer à ce topo de docteur Amanako. Un topo qui était très bien fait. Vous avez relevé ça, madame. Je ne reviendrai pas sur les commentaires que vous avez faits et qui sont valables. Le topo était très bien parce qu'il a bien rappelé l'anatomie, parce que l'anatomie, c'est la base. Et c'est la première fois que j'assiste à votre forum. Vous allez me permettre de faire quelques commentaires. Notre collègue a présenté un travail vraiment encyclopédique et que je conseille aux autres collègues de faire de même et de participer à ce forum. En tant qu'orthopédiste, nous recevons les patients qui ont des douleurs de pied au quotidien. Ces douleurs peuvent être d'origine traumatique ou non traumatique. Et c'est pour ça que nous allons d'abord regarder les chaussures pour voir est-ce que les douleurs proviennent des chaussures mal adaptées ou suite à un traumatisme. Mais au lieu de tout refaire, je préfère que vous me posiez des questions pour que je puisse répondre. D'abord, du point de vue anatomique, notre orateur nous a refait un bon rappel anatomique, mais j'ajoute qu'au niveau du pied, nous avons un élément essentiel qui sont les trois arches. L'arche médiale, qui est l'arche dynamique pour la marche, l'arche latérale et l'arche antérieure. Et il en a parlé quand il y a un problème avec la surcharge pondérale. Je vous écoute si vous avez des questions et je reprendrai la parole après. Allô? Oui, Allô? j'ai fermé mon micro. Docteur Oui, dans Mabassa. l'Assemblée, est-ce que quelqu'un a des questions en particulier pour le professeur Béa? Il peut lever la main ou ouvrir son micro et la poser directement. J'ai des questions, mais je pense que la question que j'ai de Dr Brahman, Dr Bowman, ce- c'est plus une question pour Junior, je pense. Allô? Oui, Oui, alors, Ah ouais, bonsoir. Je peux poser une question au docteur Béa d'abord. oui, je suis là. Oui, oui, c'est docteur Kankou. Bonsoir, enchanté. Jean- Bonsoir, comment ça va, docteur? Ça Je suis va très content bien, de vous madame. avoir présent dans ce forum dont nous avions déjà parlé à Kinshasa au Exactement. mois de juin ou de mai quand nous nous sommes retrouvés là-bas à Gombe. Merci Voilà, beaucoup. je vous adresse une question concernant la luxe valgus. Oui, Faut-il nécessairement opérer les hallux valgus? alors, alors, c'est bon?
Oui, Bon, voilà. quand nous recevons les patients en consultation, la première chose, il faut regarder les chaussures. Est-ce que ce sont des chaussures qui sont trop serrées? Est-ce que ce sont des chaussures qui sont usées sur le bord externe ou le bord interne? Et quant à l'examen clinique, nous recherchons un pied qui peut avoir la luxe plus long que le deuxième, donc le pied égyptien, ou le deuxième plus long que le premier, le pied grec, ou le premier à la même longueur que le deuxième, c'est un pied carré. Yeah, Nous examinons la luxe pour voir est-ce que la luxe yeah, est réductible. yeah. Si la luxe n'est pas réductible, notre confrère en a So better parlé. to call it's brain without contrast, right? So better to Pardon? call. Pardon? Non, professeur, ça va. Je pense que le docteur Matt qui avait une Oui, petite interférence, mais vous pouvez oui. continuer. Et donc, nous allons faire une radio. Si la luxe est fixée, hein, qui n'est pas réductible, nous allons passer donc à la luxe rigidus. Dans la luxe rigidus, le traitement sera l'arthrodèse par vis. Mais si nous constatons que la luxe est réductible et que le malade a un durion plantaire et que le patient est gêné par cette déviation de la luxe, nous faisons une opération chirurgicale. Mais quand c'est mineur, chez les jeunes, souvent, on n'intervient pas. Et nous avons des techniques qui nous permettent de corriger la luxe valgus. Et j'en ai même opéré un ce matin. OK. C'est très Et ce bien sont parce que, surtout, pardon, ce sont surtout les dames. Vous portez des chaussures pointues au bout, ça serre les orteils, ça favorise la luxe valgus. Mais si vous opérez et que la personne reprend les mêmes chaussures, elle va reproduire la luxe valgus. C'est surtout l'hygiène de chaussage. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Ouais, oui, très bien. professeur Béa, vous avez Ouais. répondu. Maintenant, je vais m'adresser au présentateur, le docteur, euh, le radiologue. J'ai Ah, Matt, entendu. Oui, oui. Merci pour votre présentation. Vous avez insisté sur le couple, l'importance du couple radio-échographie. J'aimerais quand même souligner que l'échographie ostéo-articulaire, c'est une technique quand même très spécialisée. Il faut beaucoup d'entraînement. Même les plus anciens ont encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à maîtriser et savoir faire la part de choses entre toutes les pathologies que vous avez évoquées là. Hein. Parce que, enfin, moi, selon tel que je vous ai compris, c'est comme, bon, voilà, à Kinshasa, il y a des échos, il y a des radios, donc tout le monde peut le faire. Je ne pense pas que dans notre pays, à Kinshasa, qu'il y a un centre où les gens peuvent aller s'entraîner comme ça se fait en France. Nous connaissons le professeur Brasseur, hein, de la SIMS, qui organise, je crois, chaque année, je crois qu'il organise chaque année une semaine d'initiation à l'échographie ostéo-articulaire. C'est pour dire que, voilà, si vous voulez vraiment vous y lancer, ceux qui veulent bien s'y lancer doivent s'entraîner, se former auprès des gens qui ont déjà une maîtrise de l'échographie. Bon, concernant le morton, peut-être que vous l'avez dit, est-ce que en posant le diagnostic, quand vous comprimez le, les têtes des métatarsiens, est-ce que oui, enfin, en tout cas, il y a une compression qui fait que le morton va émerger comme ça, sortir un peu de l'espace
intercapitale pour vraiment faire la différence avec autre chose, si mes souvenirs sont bons. Je ne sais pas si je me suis bien exprimé. En résumé, l'échographie ostéo-articulaire, c'est bien, mais il faut qu'elle soit faite par des gens bien entraînés. Ce n'est pas n'importe qui peut se lancer dans cette technique. Voilà mon commentaire et puis la question que j'ai posée derrière, si vous pouvez y répondre. Merci. Mm. Mm. Merci beaucoup, Dr. Kanko. Vous avez vraiment raison, hein. L'échographie ostéo-articulaire, ça relève de la spécialité. Même en France, et ça ne se fait pas dans tous les centres. C'est pas tous les radiologues qui font les échos ostéo-articulaires. Mais la problématique, c'est que nous sommes, quand on fait des cours comme ça, c'est pour améliorer déjà la pratique, la pratique médicale de chez nous, du pays du Congo. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas l'IRM. Alors pourtant, avec les couples écho-radio, écho-ostéo-articulaires, on peut résoudre beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? On doit se motiver parce qu'en fait, en France, beaucoup les gens ne les font pas parce que, il y a quand même des contraintes derrière. Ça vous demande de révisiter l'anatomie. Tout le monde n'est pas très motivé. Tu vois, il y a des gens qui ont été traumatisés par l'anatomie parce que je profite de placer un mot parce que on a un anatomiste dans les forums. Les enseignements d'anatomie, la façon dont ça a été donné à la fac, je pense que d'une part, c'est comme s'il fallait décourager les étudiants d'apprendre l'anatomie. On vous apprend les petits détails, les bords latérales, il a telle fa. Tu vois, tout ça dans la pratique, moi, je ne vois jamais ça. Si on peut recadrer les choses pour donner aux jeunes l'envie d'apprendre l'anatomie, voilà, je fais un rappel anatomique ici, tu vois, j'ai rappelé les éléments vraiment qui sont utiles dans la pratique de tous les jours. Je pense que c'est aussi notre travail de nous motiver, de se dire, on n'a pas l'IRM, ou il y a l'IRM, mais qui n'est pas donné à tout le monde, il n'y a pas la sécurité sociale au pays, il faut sortir l'argent de ta poche, mais c'est au radiologue de se former. Vous avez dit que le professeur Brasser, ça c'est vrai, mais actuellement, il y a des vidéos d'entraînement, hein. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer les échos articulaires, j'ai eu la chance quand je suis arrivé en France, j'ai été affecté dans un service où on faisait beaucoup d'ostéo-articulaire. Mais après, la formation, quand tu regardes comme ça quelqu'un faire, en réalité, tu n'apprends rien. J'ai pris les vidéos d'entraînement pour chaque articulation. Peut-être si un de nous fait un tour à Kin, ça sera les challenges de laisser les vidéos dans les services de radiologie ou dans certains centres de référence. Les gens qui viennent, ils peuvent copier. Il y a des vidéos d'entraînement. Tu regardes comment on fait l'écho de l'épaule, tu regardes les coupes de référence. Moi, j'ai fait des résumés. Et puis, on s'est mobilisé entre amis. On partait chaque samedi à l'hôpital, un ou deux, trois amis. On s'entraînait entre nous. Déjà, entre nous, on a revu la sémiologie. Et puis après, l'avantage, c'est que quand tu commences la pratique, s'il y a quelqu'un à côté de toi qui les fait déjà, il peut te corriger. C'est toujours bien. Mais déjà, prenons déjà cette initiative de nous motiver, de nous entraîner, celle de commencer avec l'anatomie normale et puis de revoir l'anatomie vraiment utile pour la pratique. Je ne sais pas si le professeur Béa est toujours dans l'enseignement au Congo, s'il peut vraiment marteler là-dessus. On a eu beaucoup de petits détails en anatomie aujourd'hui qui ne nous servent pas à grand-chose. Et d'ailleurs, ça a éloigné beaucoup de gens. Pourtant, l'anatomie, elle est tellement jolie à bouquiner, elle est tellement bien quand tu bouquines et que tu comprends les choses. Mais à la fac, on a eu l'anatomie descriptive, comme si nous, on voulait être des anatomistes. Et on nous a donné des petits... quand tu décris la palette humérale, il faut décrire tous les bords, il faut décrire toutes les surfaces articulaires. Dans la vraie vie, ça ne sert pas à grand-chose. Ça ne me sert pas à grand-chose. On a juste besoin qu'on me rappelle l'articulation du coude, juste savoir, j'ai besoin de savoir les liens d'insertion des attaches et des tendons conjoints. C'est tout ce qui m'intéresse. Quand les patients viennent pour dire est-ce qu'il y a une épicondylite ou il n'y a pas, non. Vraiment, c'est ça. Mais quand on vous rappelle tous ces éléments, comme si dans la pratique de tous les jours, ça ne servirait à grand-chose,
Je ne sais pas l'avis du professeur Béa, mais c'est vraiment une suggestion. Mais je pense qu'on doit quand même nous donner cette volonté de nous entraîner déjà seul. Et puis, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un qui les fait à vos côtés, c'est toujours bénéfique. Et pour la deuxième question, la clinique, je pense que vous êtes mieux placé. Moi, je suis radiologue. Mais après, je revis, comme je faisais la présentation, je pense que ça peut être un élément très important quand vous faites la pression des métatarsiens. Comme le syndrome des mentons, il est quand même sur la face plantaire, ça peut vraiment faire saillir et se montrer très, très bien cliniquement. Ça peut être un élément très important. Mais après, cliniquement, les cliniciens, ils savent comment. Les gens qui le font, les orthopédistes, ils savent la clinique du patient, ils savent il s'est dit qu'il y a vraiment une atteinte intercapito-métatarsienne. S'ils pensent à faire un geste infiltratif ou chirurgical, ils demandent au radiologue de poser le diagnostic. Mais généralement, ça ne leur pose pas très, très souvent des problèmes. Non, Merci non, beaucoup. je suis radiologue aussi, hein. Ce que je dis, c'est un signe radiologique justement à l'échographie pour savoir vraiment démasquer un morton, Oui, hein. oui, je pense que ça, À c'est à l'échographie. un signe très intelligent. Je pense que ça peut Voilà. être un élément OK. très, très bien. Je suis Donc d'accord. peut-être que vous l'aviez dit parce qu'à un moment donné, j'étais déconnecté. J'ai bien entendu ce que vous avez dit, c'est très encourageant. Justement, on peut se former aussi, l'auto-formation existe, mais dans un premier temps, il faut être initié. C'est ce que vous avez fait aussi. Aller dans un centre, voir comment les gens pratiquent ça. Et puis après, on continue. C'est ce que nous faisons même en lundi, parlons radiologie. Nous continuons à nous former. Mais il faut avoir des bonnes bases. Parce que si on part déjà sur des mauvaises bases, on a des mauvaises pratiques de départ, c'est difficile de s'en défaire. Malheureusement, c'est ce qui arrive dans nos pays. Voilà, quelqu'un qui a appris tout seul à faire des choses, il pense qu'il les fait correctement, il continue comme ça. Donc, si on pouvait avoir quelque part dans le cadre, ici c'est déjà bien, c'est déjà un pas, ce que vous venez de faire, un endroit où on peut apprendre les bonnes bases et puis on continue à se former. La formation continue, elle est importante pour chaque médecin. Voilà, j'ai terminé. Merci, docteur Kanko. Merci beaucoup, docteur Kankou. Je pense que le docteur Mekans... Je peux faire un petit commentaire, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, professeur. Vous avez Bon, la ben, très parole. bien. Je sais, je sais que les personnes qui maîtrisent bien l'anatomie sont les chirurgiens et puis les radiologues, hein, parce que mon professeur d'anatomie, Drexler, c'était un radiologue. Et j'ai vu dans la présentation de notre collègue, si je peux résumer, il a donné plus de place à la maladie de Morton qu'à autre chose. Nous recevons des patients qui ont des maladies de Morton en consultation. Sur le plan pratique, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons d'abord une infiltration en collaboration avec nos collègues rhumatologues. Si vraiment il y a échec d'infiltration, c'est à ce moment-là que nous réaliserons la section du ligament intermétatarsien comme vous l'aviez défini. Et quand on revoit le nerf digital dont vous avez parlé du point de vue anatomique, ce, ce, ce nerf digital, du point de vue innervation, nous avons le nerf tibial qui va nous donner le nerf plantaire médial, le nerf plantaire médial qui nous donne la même ramification comme le nerf médian. Et le nerf plantaire latéral nous donne la même ramification que le nerf ulnaire. C'est ce que je voulais vous ajouter. Mais je pense que pour la pédagogie d'anatomie, il faut un peu d'anatomie descriptive, mais plus axée sur les applications cliniques. C'est ce que nous essayons, nous aurons au mois de janvier et puis février, le collège de professeurs d'anatomie. J'ai prévu de parler de la didactique d'anatomie en Afrique.
Ah Parce qu'il y oui. a des choses qui sont décrites, par exemple, dans le livre de Rouvière, concernant, par exemple, l'empreinte de l'artère méningée moyenne. On dit qu'elle est semblable à la nervure de la feuille de figue. Mais quand j'en parle au Congo, ils n'ont jamais vu de figue. On n'a jamais vu de figue. Quand vous parlez de la glaine en disant que la glaine est piriforme, ils n'ont jamais vu une poire. Moi, je parle de l'avocat. C'est comme lorsqu'on coupe l'avocat, on a la même configuration que la glaine. Si vous parlez de reins dans les malformations en fer à cheval, il y a des enfants qui n'ont jamais vu le cheval. Et j'apporte souvent le fer à cheval pour leur montrer. Voilà un tout petit commentaire. Merci, Merci. merci. Alors, docteur Amanako, je pense qu'il y avait une question pour toi de docteur. Donc, il demande si tu as parlé de la chondromatose. C'est docteur Baumann qui demande si tu as parlé de la chondromatose synoviale et où est-ce que tu pourrais le placer par rapport aux étiologies. Et, voilà, si tu peux dire un mot, je pense, par rapport à ça. Oui, bon, en fait, j'ai présenté les tuyaux, en fait, les grands groupes de pathologies, Oui, les grands axes, en fait. Mais après, dans les arthropathies, il faut toujours rechercher les chondromatoses. Mais en réalité, quand il s'agit des chondromatoses, il faut toujours distinguer si elle est primitive ou elle est secondaire. La chondromatose secondaire, regardez toujours s'il y avait déjà une atteinte associée. Généralement, c'est l'arthrose. Vous allez voir des images de corps étrangers, la taille, elle est un peu volumineuse. Donc là, vous dites qu'effectivement, c'est secondaire à l'arthrose. Et puis l'arthrose, elle est déjà monstrueuse. C'est une arthrose très, très avancée. Mais la chondromatose primitive, vous voyez vraiment des petits grains de corps étrangers vraiment, qui sont vraiment très, très petits. Et là, généralement, c'est les deux éléments pour distinguer les deux, mais ça fera partie dans les arthropathies. En médecine, on peut pas avoir des listes exhaustives, hein, mais effectivement, ça fait partie des arthropathies qui peuvent être responsables des syndromes douloureux de l'avant-pied, effectivement. docteur Baumann, mais je ne sais pas si il est là encore pour s'il a suivi la réponse du docteur Amanako. J'avais une petite question aussi. Il a reposé une autre question. Il dit comment faire la différence en radiologie entre une ténosynovite et une péritendinite junior. Alors, Ténosynovite et entre, péritendinite. entre une synovite en radio, en, Non, pas en radio, en radiologie. Donc, ça veut dire en qu'on peut faire radiologie d'une manière voilà, en générale. radiologie de manière générale. Voilà. Oui, d'une manière générale, On se connaît déjà, pas ce sont des terme. atteintes in synovite, c'est une atteinte de la capsule synoviale. En imagerie, pas grand-chose. Vous regardez la capsule articulaire si vous avez du liquide au sein. Et généralement, il y a toujours une symptomatologie à associer, une douleur locale. Et est-ce qu'il y avait déjà une pathologie existante d'allure infectieuse ou inflammatoire? Oui ou non. Mais le péritendinite, en fait, l'atteinte, c'est au niveau de la gaine péritendinaise. Alors, moi, c'est pas un terme que j'aime utiliser en général parce que tu as rien dit en fait. Tu dis il y a quelque chose autour de la gaine. Est-ce qu'il y a ce du liquide? La gaine, elle est épaissie ou non? Moi, j'aime parler d'une ténosynovite. Là, tu es clair en fait que tu as trouvé du liquide ou un épaississement de la gaine. Mais quand tu dis péritendinite, c'est vraiment un terme générique qui prend un peu tout. Mais si tu as du liquide ou un épaississement de la gaine, dire ténosynovite, des tels tendons, et dans la cadre de la pathologie de l'avant-bras, toujours regarder les premiers rayons. On regarde ces amoïdes, très souvent nous avons des ténosynovites du long fléchisseur de la luxe. Mais après, la synovite, c'est vraiment la maladie de la capsule articulaire. Ça, on peut le voir à l'échographie, on peut le voir en IRM, mais en radio, je pense que c'est quand même difficile, voire impossible, hein, de poser le diagnostic des synovites, soit en cas de synovite vilonodulaire, où il y a déjà un liquide un peu gélatiné qui arrive à entraîner des érosions osseuses.
on peut penser qu'il y a quand même une synovite un peu agressive, recourir à l'IRM pour prouver les caractères vilo-nodulaires ou non. Mais après, c'est des diagnostics échographiques et IRM. Ok, merci beaucoup, docteur Amanako. J'avais une autre question d'ordre pratique. Dans le contexte dans lequel j'évolue en partie maintenant, quand tu parles du couple éco-radio, les choses semblent plus évidentes. Si le patient m'est référé par le clinicien généralement qui zappe souvent le côté radio, ils envoient directement les patients avec des bons d'écho. Je peux me permettre de faire une radiographie en complément parce que les dispositions s'y prêtent. Mais dans un contexte, par exemple, où je comment je peux, est-ce que je peux, ou je ne peux pas me permettre de faire payer forcément au patient un examen complémentaire pour mes deux diagnostics, sachant que d'un point de vue social et économique, cela n'est pas si aisé que ça. Selon toi, comment peuvent s'en sortir les radiologues dans cette situation-là? Je peux, soit je reste qu'avec l'échographie et j'avance donc qu'avec l'examen qui m'est demandé. Donc, si j'ai un patient qui vient avec un banc d'écho, donc je me bats juste avec ce que j'ai ce que je trouve à l'échographie, ou est-ce qu'il faut commencer justement à intégrer cela au niveau des cliniciens et à le demander, quitte à peut-être dans les centres de radiologie faire payer moins cher s'il faut peut-être faire des compléments. Et quelle serait ton idée par rapport à cela? Bon, je pense que, il y a déjà des contextes différents. En France, par exemple, dans mon service, il n'y a pas ces problèmes parce qu'ici, il y a la sécurité sociale. Mais Voilà. quand on fait ces genres d'enseignement, c'est quand même pour le Congo aussi. Nous, Oui, dans les services, comment on s'est organisé? Quand on a compris que très souvent, on pouvait s'embrouiller avec l'échographie, pourtant les diagnostics étaient radiographiques. Déjà, dans les programmations des échographies ostéo-articulaires, c'est écho-radio. Donc, quand le patient vient avec une demande d'échographie de l'épaule, la secrétaire programme déjà radio, épaule, échographie de l'épaule. C'est-à-dire, quand le patient viendra dans la salle d'échographie, il t'amène déjà la radiographie comme ça en main. C'est déjà. Mais les soucis, c'est il y a aussi des échos des urgences. Les patients et aux urgences, c'est une infraction du genou. On vous appelle pour une échographie. Après, là, on sait toujours s'organiser avec les manips. C'est un ou deux patients. Ça ne dérange vraiment pas leur planning. Si j'estime que je peux toujours avoir une écho, je peux voir les manips. Mais dans le contexte du pays, sachant que les patients doivent faire entrer quand même sortir l'argent de sa poche. J'estime que, puisqu'il y a des diagnostics échographiques, vous commencez quand même par l'échographie parce qu'il y a une demande, un banc d'écho. Si vous estimez que l'échographie n'est pas parlante, qu'il faut vous recommander, soit vous parlez au patient s'il a l'argent, il peut ajouter, soit vous suggérez qu'effectivement, moi, je n'ai pas trouvé tel, mais compléter par une radio pour éliminer, par exemple, une fracture de contrainte. Mais dans ces cas-là, tu demandes quand même au patient de faire la radio dans 10 jours parce que tu sais que tu as la possibilité d'avoir des appositions périostées. c'est ça. C'est vraiment au cas par cas, en fonction, mais c'est lié aussi aux contraintes du pays. On ne peut pas, déjà pour avoir l'argent pour réaliser l'échographie, certains patients galèrent. Donc, quand il faut exiger, mais si tu penses que tu as vraiment une masse, que tu ne sais pas te débrouiller, tu peux toujours aussi gérer ou tu peux parler avec ton manip. Je pense que c'est à gérer au cas par cas. Mais si tu as la possibilité d'avoir les couples éco-radio, dans 8 cas sur 10, tu peux faire du bon travail. Je pense que vraiment, on a été. Mais c'est vraiment une problématique sérieuse hein, quand on sait les conditions sociales du pays. Des fois, on évite, c'est très difficile. Oui, c'est ça. Et pourtant, l'imagerie, elle est en plein essor, mais le problème, c'est l'implication. Mais si on arrive à mettre la sécurité sociale au pays, je pense que ça va aider non seulement les patients, même nous, Les médecins, le médecin. Parce qu'en France, en réalité, avec le recul, je me dis, ils sont forts. C'est pas parce qu'ils sont meilleurs que nous. Ils ont juste beaucoup d'écarts. Ils font beaucoup d'écarts, ils ont beaucoup d'écarts. À force de voir beaucoup d'écarts, voilà, ils ont une bibliothèque. Des dossiers vraiment très, très importantes. Moi, je me dis, si aujourd'hui on normalise la sécurité sociale,
les médecins auront beaucoup de dossiers à traiter et puis ça va renforcer nos pratiques. Euh, S'il faut galérer déjà pour faire un scanner, IRM n'en parlons même pas, on traîne sur un dossier 2 semaines parce que les patients n'ont pas l'argent. C'est pas seulement le patient qui est perdant, même nous, le médecin, nous sommes perdants parce qu'on rate de vrais dossiers parce que les patients n'ont pas l'argent pour réaliser les examens. En tout cas, merci, merci. Je pense que je ne sais pas si le professeur Béa a encore Moi, j'ai une un mot question. à dire. Ah oui, Euh, professeur Mata. je voulais revenir un peu sur la question de Jean-Pierre Kang, sur la luxe valgus. Oui, professeur. Oui, professeur. Oui. Euh, à l'examen clinique, il faut rechercher toujours ce qu'on appelle la bosse ou l'oignon, donc la déformation de la tête du premier métatarsien. Et surtout, ce que je demande aux radiologues, c'est l'incidence de Guntz. Oui. Si l'incidence de Guntz montre qu'il y a une luxation de ces amyloïdes, c'est un élément capital pour la chirurgie. Et ça m'oriente vers une technique qui nous permet de faire une ostéotomie type chevron, par exemple. Vraiment, je suis content de votre réunion. Le Oui. partage était très riche Mm. et je reviendrai sur votre forum pour vous provoquer avec des sujets que j'ai soumis au professeur Mata sur la radiologie de la ceinture pelvienne, les pièges en traumatologie de l'enfant, et puis sur le genou aussi, comme on en a parlé avec Jean-Pierre lors de notre séjour à Kinshasa. Si vous me le permettez, je vous les présenterai la prochaine fois. Et bonne soirée, merci beaucoup Bonne soirée, pour cette professeur. Avec grand présentation. plaisir. Je vous J'ai encore une question. Ah, Ouais. oui, J'allais poser une question à la fois au radiologue et au professeur Béa. Oui, Dans le lésion ostéochondrale, est-ce que vous avez besoin, pour prof Béa, vous avez oui, besoin que dans le compte rendu, qu'on vous dise si le fragment osseux est stable ou non? c'est Et très ouais, au présentateur, docteur Junior, quels sont, parce que c'est l'enfant, souvent c'est les débats, il y a des orthopédistes qui ne demandent pas, il y en a qui viendront juste à votre station pour dire c'est vrai, par exemple pour l'os astragal, il y a cette lésion ostéochondrale, est-ce que c'est stable, est-ce que c'est non stable, est-ce que chez l'adulte, par exemple, vous avez l'habitude de mentionner cet élément-là? je peux Bon, répondre. Si j'ai bien compris, votre question concerne l'astragale ou le talus, Oui, oui, mais ce n'est pas le propos de ce soir. Bon, lorsque nous avons une lésion du talus, si la lésion est instable, il faut la stabiliser. Si la lésion est stable, on opte pour un traitement orthopédique, immobilisation. oui. Voilà. En fait, je voulais poser la question par rapport aux lésions ostéochondral en général, que ce soit au niveau du genou, du talus, partout. Parce que sur le plan clinique, peut-être que je ne sais pas comment vous jugez de la stabilité ou de l'instabilité, mais sur le plan radiologique, il y en a qui disent que non. Ok, peut-être le docteur Amanako va en oui, parler. je préfère commencer les volets Oui, oui, diagnostiques comme comme ça, ça, vous allez mettre la lumière. Oui. les professeurs BA complétera les volets thérapeutiques. Je compléterai. Effectivement, hein, quand vous avez une lésion ostéochondrale, il faut prouver si la lésion est stable ou non. Bon, à la radio, j'en ai dépouillé, on n'a pas d'éléments pour nous en sortir, mais en IRM, on se sert quand même de l'hypersignal liquidien tout autour de la niche, en fait. Lorsqu'il y a une lésion ostéochondrale, il se forme toujours une niche autour de la lésion. Donc, ça fait qu'il faut prouver qu'il y a du liquide tout autour de la niche pour voir qu'il y a plus d'attache de cette lésion ostéochondrale avec la niche. Si l'IRM, il n'y avait pas assez de liquide intra-articulaire pour nous aider, actuellement, on peut faire des arthroscanniens.
on peut faire les arthroscanners. Pour les grosses articulations, ça ne nous pose aucun souci parce qu'on n'a qu'à mettre du produit de contraste en scopie et on amène les patients sous scanner. En fait, moi, je vais juste prouver qu'effectivement, qu'il y a du produit de contraste qui moule en fait les bords postérieurs de cette lésion ostéochondrale. Mais après, pour les petites articulations, je sais que c'est toujours galère. Ça dépend vraiment si les cliniciens va faire un geste derrière. Et puis, généralement, pour des petites articulations, les lésions sont stables dans la plupart des cas. Mais si le clinicien veut faire un geste derrière, il a besoin de savoir si ce segment est stable ou non. Et on est aidé par l'IRM ou l'arthroscanner. Bien. En ce qui concerne la lésion ostéochondrale au niveau du genou, et notamment au niveau des condyles, par exemple, si l'IRM nous montre qu'il y a une lésion ostéochondrale avec l'œdème, comme vous l'avez bien décrit, nous optons pour une arthroscopie. Et à l'arthroscopie, à l'aide de mon crochet, je sollicite le fragment pour voir s'il a tendance à se détacher. Si je confirme donc son instabilité, je le fixe par une vis résorbable. C'est bon? Oui, merci beaucoup. Une Mm. dernière question encore. Je ne sais Ouais. pas parce que je suis à l'hôpital, donc je mélange à la fois la clinique ici à l'hôpital et la conférence. Ce Il n'est s'est pas fait grave. que j'ai raté une partie. Je ne sais pas si docteur Amanako a parlé des coalitions tarsiennes. Vous en avez parlé ou pas? Non, non, je ne vais pas parler de ça. Ah, Je ne ok. vais pas Donc, parler je de garde ça. la question pour la prochaine fois. Ok. Ok. Merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Le professeur Béa, je ne sais pas s'il est parti. Non, le Non, pompe, il est là. je réponds, Il est encore- madame, et je vous félicite pour votre organisation. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il n'y a plus de questions dans l'Assemblée et que l'heure est bien avancée. On a quand même bien décortiqué ce sujet et on est paré, je pense qu'avec le minimum Oui, pour oui. déjà s'en sortir, hein, en ce qui concerne les douleurs de l'avant-pied. Je ne fais pas moi-même beaucoup d'ostéo-articulaire, mais alors là, pour ce sujet, je suis mini spécialiste et donc je m'en vois heureuse. Et je pense que tous ceux qui ont participé aujourd'hui, il en est de même pour vous. Merci beaucoup, docteur Amanako, pour ton éternel, justement, fidélité à Lundi Parlons Radiologie. Merci beaucoup, professeur Béa, pour votre apport clinico-anatomique qui nous a vraiment beaucoup éclairé. Merci beaucoup au professeur Dadimata et à tous les participants de ce lundi soir. Et On donc, doit aussi vous dire merci pour cette belle merci beaucoup. modération. Et Merci. je vais enchaîner avec les remerciements au docteur Junior Amanako, que j'ai pris presque à pied levé, mais qui a accepté de nous enseigner pendant 2 lundis. Et merci également au professeur Béa, qui est très busy, je sais, et qui a accepté d'être avec nous. Ils vont donner un cours déjà le 30, mais on négocie parce que c'est une bibliothèque. On va en profiter davantage. On voudra lui donner au moins 2 lundis pendant ce mois. Comme ça, on va apprendre de son expérience. Et pour les jeunes qui sont là, vous avez vu comment est-ce que la radiologie va de plus en plus en profondeur. Au fil des temps, ça devient difficile d'être à la fois radiologue ostéo-articulaire, neuro, cardiaque, interventionnel. Ça, c'est dépassé et ça, c'est une sorte de taux plaisir qui n'a plus sa place. Donc, on doit nous efforcer d'aller en profondeur. Certains doivent aller faire des formations pour l'échographie ostéo-articulaire, faire des travaux là-bas et devenir des spécialistes. C'est aussi ça la mission de Lundi Parlons Radiologie. Quand on invite nos amis avec qui on a étudié ensemble, on a partagé l'auditoire, venus nous parler de l'hyperspécialisation qu'ils font au quotidien, c'est pour vous dire que sous d'autres cieux, regardez comment ils font. Nous, on fait ce qu'on fait avec les moyens qu'on a, mais ce n'est pas l'idéal. On doit nous efforcer pour aller pour travailler de manière optimale. Donc, c'était vraiment ça la mission. Et donc là, on va se séparer. On se retrouve le lundi prochain
Docteur Amanako va revenir, je crois, et on vous Oui. verrez les affiches et toute l'équipe qui va l'accompagner. Je vois le prof B a voulu dire quelque chose. Je vous remets la parole. Non, non, je vous remercie encore pour ce que vous avez dit. Et ça sera avec plaisir que nous poursuivrons notre mission. Oui, merci beaucoup. Donc, on va vous donner les 2 derniers lundis. Comme ça, les 2 premiers lundis, on donne à docteur Amanako. Et puis, on verra les autres sessions, oui. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Ce Merci fut un beaucoup à réel tous. plaisir. On se voit le lundi. Merci, On merci. se verra Merci. Arrête.